Bonjour et bienvenue dans Jaftamer numéro 31, l'émission de l'association Équité Parentale avec Stéphane depuis le Périgord sur 102.3 FM ainsi que sur Internet dans le monde entier. Aujourd'hui, nous aurons la suite de l'entretien avec Monsieur Thierry Berger, auteur et président de l'association Égalité Parentale, ainsi qu'un nouveau témoignage de Maître Hamas sur la situation désastreuse de la justice des enfants. Tout ceci après les actualités. Ne bougez pas, c'est après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Au niveau actualité politique, ce mois-ci, les rencontres sont autour de Boris Cyrulnik, Christelle Hilpert, Isabelle Rome, Florence Provendier, Christine Cloarec-Le Mireille Robert, Laure Darcos, Bernard Perru et Grégory Labille. Alors, Boris Cyrulnik le 2 octobre, psychiatre, président de la commission les 1000 premiers jours pour Adrien Taquet au secrétariat d'enfance et à la famille. Il est spécialisé dans le battage de l'enfant. Il va avoir dans une réunion qui est le 6 novembre, s'il accepte de pousser des PPL en cours. Bon, ça peut être un appui. Madame Christelle Hilpert, le 5 octobre, conseillère aux affaires civiles et prospectives au ministère de la Justice, qui était accompagnée de mesdames Delphine Chevalier. Elle est neutre, voire ouverte, à la résidence alternée. Et puis elle était avec Hélène Baudin, qui elle par contre est hostile. Ce sont des anciennes juges, répète un petit peu ce que les précédentes rencontres à la chancellerie disaient. La loi est bien faite, les jugements sont conformes à la demande des pairs, elles sont convaincues que tout va bien. Bon, nous avons effectivement un lobbying à effectuer auprès de la justice, ils se rendent même pas compte eux-mêmes de ce qui peut se produire dans la société de par leurs actions. Le 7-10, Isabelle Rome, haute fonctionnaire égalité homme-femme au ministère de la Justice, très bonne entrevue, est à l'écoute, elle est convaincue, elle va nous aider et relayer. Alors le 14, Florence Provendier, députée LaREM des Hauts-de-Seine. Bon, elle tique sur l'appréciation laissée aux juges de résidence alternée, elle est très favorable à la présomption légale, afin effectivement justement d'enlever la possibilité d'interpréter par des personnes qui, sous prétexte d'interprétation, n'appliquent pas la volonté du législateur et de la population. Voilà. Le 21, Christine Cloarec-Le députée LaREM d'Ille-et-Vilaine, coordonnatrice politique du groupe LaREM dans les commissions des affaires sociales. Elle est très au fait du sujet et semble motivée pour s'en emparer. Elle va se rapprocher du petit groupe député LREM qui est motivé pour voir comment légiférer pour développer les résidences alternées. Nous la considérons comme une alliée très importante. Le 22-10, Mireille Robert, députée LREM de l'Aude, elle est très engagée sur les violences, elle est convaincue comme nous que hommes et femmes sont égaux pour le meilleur comme pour le pire et que l'ARA permettrait de pacifier les conflits. Elle aussi, elle va pousser notamment auprès de la députée présidente de la commission d'affaires sociales. 26-10, Laure Darcos, sénatrice, vice-présidente LR des droits des femmes à l'égalité des chances, hommes-femmes. Elle est très sollicitée par les féministes extrémistes. Elle pensait que la résidence alternée était très largement accordée, qu'un grand nombre de pères sont des mauvais payeurs, mais comme les femmes sont égaux dans la violence. Convaincue d'une nécessité de plus de VRA, y compris pour les couples homo, elle va en parler à Adrien Taquet cette semaine et lui écrire ainsi peut-être comme ministre de la Justice, une question au gouvernement, voir comment avancer avec la sénatrice Conway, porteuse de la PPL 628 dont nous avons parlé, qui défend les atteintes, enfin qui entend non pas défendre mais pénaliser les atteintes à autorité parentale. Ensuite, Bernard Perru, député LR du Rhône, vice-président de la commission des affaires sociales. Il est très convaincu par résidence alternée et il défendra activement une PPL, mais il ne juge pas utile d'agir tant qu'une PPL n'est pas inscrite dans une niche parlementaire et il ne souhaite pas s'immiscer dans une PPL portée par un autre groupe.
par un autre groupe. Voilà, c'est Madame Belloubet lui avait répondu avec beaucoup d'erreurs, une question gouvernementale. Il n'a pas pour habitude d'y répondre. Il préfère laisser faire. Monsieur est un attentiste, mais il se joindra peut-être si un mouvement se met en place. Le 27-10, Grégory Labille, député UDI de la Somme, enseignant, député depuis 15 jours, le sujet de la résidence alternée lui tient à cœur. Il va nous aider à pousser au sein de l'UDI pour que la PPL soit déposée dans la prochaine niche parlementaire de l'UDI. Fin mars, ça fait loin, mais on prend tout ce qui passe. Voilà. RLP. Radio Libre en Périgord. Chaque jour amène son lot de vilainie dans cette matière qui est l'assistance éducative et les juges pour enfants. Aujourd'hui, à l'audience, une assistante a dit que l'enfant a fait de nombreuses fugues, une douzaine, mais qu'il le faisait plus parce que maintenant il faisait froid. Et ça a fait sourire le juge qui a levé les yeux au ciel, et ça a fait surtout sourire l'éducateur. Personne n'a pensé à traiter cette souffrance de l'enfant avec un psychologue. Personne n'a fait entendre l'enfant. C'est un scandale. Ce que nous vivons dans cette mesure, dans cette matière est scandaleux. Les juges se sont habitués à une situation, à déléguer totalement leur pouvoir aux services sociaux. Ce que nous vivons dans cette matière est purement scandaleux. RLP. Radio Libre en Périgord. Voici maintenant la fin de l'entretien commencé la semaine dernière avec Thierry Berger. Voilà, c'est à vous. Donc dis-moi, quelque chose me traverse l'esprit de plus en plus, là, au fur et à mesure des émissions et de mes interlocuteurs. Je me demande de plus en plus pourquoi est-ce que l'affaiblissement de la position du père, l'évolution de la considération de la famille se passe ainsi vraiment en Occident par rapport au reste du monde. Je veux dire, moi j'ai vécu en Asie, j'ai des amis qui ont vécu en Afrique, en Amérique du Sud, et j'ai l'impression que cette volonté sociétale d'affaiblir le père, d'avoir une famille qui se déstructure, est très très occidentale. Est-ce que toi tu as un avis d'observateur sur ce sujet et éventuellement un début d'explication? Oh, je n'ai pas d'explication, je fais simplement des constats. Le constat, ça a commencé en mai 68 où il y a eu un phénomène de rejet contre tout ce qui incarnait l'autorité et a commencé par le père qui représentait l'autorité, l'ordre, la rigueur. Donc ça date pas d'hier, ça a commencé vraiment à partir de mai 68, tout ce qui est règle, repère, c'était tout à fait anormal que en mai 68, à peu près à cette époque-là, la mère soit obligée de demander l'autorisation à son mari de travailler, d'avoir un compte chèque. Par opposition, maintenant, en 2020, c'est tout à fait anormal que le père doive demander l'autorisation à son ex de voir ses enfants. C'est-à-dire qu'on est passé d'un extrême à l'autre. Donc, il y a le phénomène inverse où c'est vrai que les mères sont parties avec un handicap, elles n'avaient pas le droit de travailler, donc après elles se sont mises à travailler, mais elles avaient des métiers moins intéressants et moins rémunérés, ce qui est vrai. C'était vrai il y a 20 ans. Je peux vous garantir, je travaille dans un gros groupe aéronautique, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Non seulement ce n'est plus le cas, mais on arrive à des réactions complètement antagonistes où dans le cadre de l'égalité, on veut mettre autant d'hommes que de femmes à des postes de direction. Dans un milieu aéronautique très très militaire, eh bien, je suis désolé, il y a beaucoup plus d'hommes, donc on va piocher dans le peu de femmes qu'il y a pour les mettre au même niveau d'encadrement que des hommes. Et donc, comme il y a moins de femmes, on prend parmi celles qu'il y a. Et je parle d'un autre gros groupe qui est Airbus aussi, où on m'a confirmé que c'était exactement le même cas, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des femmes pas compétentes à diriger des hommes plus expérimentés et plus compétents. Donc, moi, je pense que notre combat n'est pas les hommes contre les femmes, ça n'a jamais été celui-là. On est égaux dans le meilleur comme dans le pire, on est égaux en droit et en dignité, et on est complémentaires. À partir de là, c'est la valeur intrinsèque de l'individu qui doit faire la différence. Et il ne faut pas que les femmes, sous prétexte qu'elles ont été infériorisées, qu'elles en profitent pour aller pleurer en disant il est violent, il est machin, et qu'elles surfent sur la violence des hommes. Ce n'est pas vrai. Non, mais il y a des hommes violents, des femmes violentes, donc on est égaux. Nous sommes sur la problématique de la défense des droits parentaux. L'article 1 de la Constitution indique qu'il y a égalité entre les hommes et les femmes. Seulement, moi, je me demande pourquoi l'Occident milite ainsi pour un affaiblissement de ces droits parentaux. On voit aujourd'hui qu'il y a plus d'enfants placés, par exemple, que de prisonniers dans les prisons.
On voit aussi que les enfants placés proviennent en grande majorité de couples où les parents se disputent, se fâchent. C'est là où la conversation avec Monsieur Néran s'est arrêtée. D'ailleurs, on n'arrive pas à voir pour l'instant les chiffres. C'est un petit peu trop tôt. Est-ce que la désagrégation justement de la famille, l'augmentation du taux de séparation, inclut une augmentation des budgets de l'ASE, du nombre d'enfants placés? Et on sait tous ce que signifie un enfant placé, les foyers, là où on met les enfants. Donc on imagine après les conséquences. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi est-ce qu'on affaiblit ainsi la position du parent, de la mère et du père, les deux en fait, sont affaiblis structurellement, et pourquoi ça ne se passe qu'en Occident? C'est quelque chose qui m'interpelle en ce moment, et c'est une grande question que je me pose intérieurement. Oui, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est techniquement possible que c'est éthiquement souhaitable. C'est-à-dire qu'on est en train de pousser pour finir de détruire la famille, tout ce qui reste de la famille. Et la famille, je suis désolé, c'est le socle d'une société, d'un gouvernement. Donc un gouvernement qui peut plus s'appuyer sur la famille et qui a la volonté de l'éclater pour mieux diviser, pour mieux régner, pour s'assurer lui-même l'enseignement des enfants, l'éducation sexuelle par exemple, ce n'est plus aux enfants. Les parents n'ont plus le droit de sévir, les enseignants non plus. On arrive à une dérive, à des enfants rois qui font ce qu'ils veulent et devenus adultes, comme ils ont de l'argent et ils peuvent commander sur internet un bébé de telle et telle forme avec telle couleur de cheveux. Voilà, on arrive à des dérives qui ne font que commencer à travers l'éviction complète du couple aimant qui choisit de faire un enfant par amour et qui choisit par humilité de l'éduquer en faisant passer outre ces conflits à se chamailler. Oui, tout à fait. Bon, donc je continuerai de réfléchir sur mes questions par rapport à l'Occident. Pourquoi est-ce qu'il y a que nous, visiblement, qui affaiblissons ainsi les postures des éducants, en essayant de les remplacer par l'école qui pourra pas le faire, ou alors quand ça marche pas par l'assistance publique qui elle est dans un état absolument déplorable, et puis j'essaierai de trouver tiens voilà une piste d'interview prochaine. Voilà. Oui, donc Thierry, qu'est-ce que tu penses de Monsieur Éric Dupond-Moretti après ces quelques mois-là? Comment tu le ressens? Est-ce que tu penses qu'il est bon pour nous?
c'est difficile pour moi de me prononcer. Je connais pas assez, et sans l'avoir vu et avoir échangé en direct, c'est difficile avec des intermédiaires qui lui prêtent des propos pour ou contre. J'ai l'impression que c'est un homme de conviction, plus direct, peut-être un peu maladroit comme un ours dans un jeu de quilles, mais qui ne peut que nous aider. Ça peut pas être pire que les précédents ministres de la Justice, qui n'étaient franchement pas favorables à légiférer pour l'égalité parentale. Pour eux, et c'est vrai, je le reconnais en tant qu'ingénieur, si on prend la loi actuelle, elle est bien faite. La loi de mars 2002 de Ségolène Royal, elle est bien faite. C'est-à-dire que, en théorie, le père ou la mère peuvent avoir à part égale l'enfant. Mais il l'applique pas. Parce qu'ils ont l'autorité parentale. Par contre, dans les faits, elle n'est pas appliquée. Donc c'est pour ça que nous, on voudrait cadrer la loi, cadrer les juges, parce que, contrairement à ce que disent quelques députés, c'est constitutionnel. On a le droit de dire un juge doit cadrer la loi pour que, dans les faits, il y ait une réelle résidence alternée, équilibrée. Et c'est en cela que Dupond-Moretti peut nous aider, parce que je pense que, bien qu'il soit, je suis pas dans le jugement, bien qu'il paraisse être maladroit dans ses propos, peut-être qu'il se met à dos quelques ou beaucoup d'avocats, quelques ou beaucoup de juges, il a quand même, il donne l'impression de vouloir être plus juste. Et quand une conseillère importante du ministère de la Justice et le directeur de l'ENM que nous avons rencontrés, chacun dans leur domaine, disent la loi est pas parfaite et la loi est améliorable, je me dis, ils ont tout compris, il faut foncer. Et Dupond-Moretti est là pour nous aider en ce sens. Oui, sauf que, j'ai toujours un petit sauf que, l'activité principale des tribunaux, je crois à 70%, c'est le familial et le civil. Il n'a pas dit un mot sur ce sujet. Il ne se place que dans les grandes affaires médiatisées et les choses qui font du bruit. Il ne se place pas du tout sur la quantité et sur ce qui vraiment touche aux Français sur le terrain de manière massive. Il n'a pas dit un mot sur ce sujet. Et nous ne sommes pas d'accord, nous, avec le fait de rendre les audiences familiales et JDE publiques. Nous ne souhaitons pas cela. Qu'elles soient filmées pour être stockées plus tard et consultables par un supérieur hiérarchique, via une procédure pour éviter les abus, oui, mais moi je n'ai absolument pas envie que mes voisins, mes collègues, viennent voir quand on se crêpe le chignon pour les enfants ou pour le divorce. Donc ça, c'était un peu... ça ne correspond pas à la réalité du familial et du civil. Il ne se place que dans les grandes affaires pénales. Oui, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, cette volonté du gouvernement de finir de détruire la famille. La famille, le couple, quand on se sépare, on n'en est pas fier, on peut pas le crier sur tous les toits, c'est du ressort de l'intime. L'intime, pour que les choses se passent le plus sereinement et qu'il n'y ait pas d'engrenage ou d'utilisation médiatique, il faut que ça reste en huis clos, c'est-à-dire que c'est aux deux parents à construire leur avenir, à voir comment ils veulent se séparer. S'ils n'y arrivent pas, le juge est là pour les aider, pour prendre la décision lorsqu'ils n'arrivent pas à trancher. Mais en aucun cas, ce doit être médiatisé. À ceci près que il faudrait qu'il y ait un cadre, une jurisprudence pour qu'il y ait un peu plus d'homogénéité, parce que là, il n'y a qu'un seul juge qui décide et il y a une disparité énorme entre les départements français. Il y a des départements où il y a 0 résidence alternée, d'autres qui frisent les 30%. Donc ne pas médiatiser, c'est une chose, mais que chaque juge soit au courant de ce qui se fait dans les autres départements pour qu'il y ait des jugements un peu plus homogènes.
Thierry, quel est ton avis, toi, sur la place du beau-père, et est-ce que dans notre lutte, nos combats, notre lobbying, comment le beau-père, à ton avis, devrait-il être considéré? Est-il normal qu'on élève, par exemple, durant 15 ans l'enfant d'un autre et qu'on n'ait rien le droit de lui léguer? Est-il normal, par contre, dans notre sens, qu'un père soit si facilement effacé au niveau éducationnel par un beau-père? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et est-ce que tu as réfléchi à ce sujet? Alors, dans ma phase révolte, mon ex, voilà, elle a refait sa vie avec 1, 2, 3, elle en est avec son 6e compagnon. J'étais très révolté. Je me suis dit, comment 6 compagnons différents sont moins violents, potentiellement moins violents que le vrai père. Le père qui a moins de droits, qui voit pas les enfants, et les beaux-pères successifs voient l'enfant. Très dans la révolte, avec du recul, et je travaille beaucoup, je vais souvent rencontrer des élus avec une association que de femmes, que de mères, qui s'appelle le Club des Marâtres, où j'ai appris que les marâtres, la belle-mère qui se remet avec un père qui est divorcé, qui voit plus les enfants, elle a aussi des problématiques énormes, c'est-à-dire qu'elle est rejetée par les beaux enfants, elle est le souffre-douleur du conjoint, et elle a aucun droit. J'ai découvert par exemple que pour aller chercher des enfants à l'hôpital, eh bien, elle n'avait pas le droit de sortir l'enfant parce qu'elle n'était pas la vraie mère, elle n'avait pas l'autorité parentale et aucun papier. Donc, finalement, avec du recul, je pense qu'il faut un minimum de droits limités au quotidien, c'est-à-dire aller chercher les enfants à la crèche, à la garderie ou à l'hôpital. Voilà, les choses un petit peu plus importantes qui nous tiennent à cœur, nos parents. Comme ça, au bout d'une semaine, ou alors après un certain temps, un certain processus, dans quel cadre? On va attribuer des droits parentaux partiels à une nouvelle personne, mais parce que qu'on est sorti avec, on l'a rencontré la semaine d'avant, ou alors à partir du moment où il y a un mariage, enfin je veux dire, quelles sont les étapes? J'avais pas compris la question, pardon. Pour moi, alors coefficient à définir, à confirmer, pour moi, il faudrait que le nouveau couple, les deux conjoints, puissent attester d'une vie commune depuis plus de 6 mois. Ça peut être 9 mois, moi je me suis dit 6 mois, mais ça peut être 1 an, voilà. Donc c'est pas des amourettes d'une semaine, c'est pouvoir prouver d'une certaine stabilité, qu'ils habitent ensemble et qu'ils habitent ensemble depuis au moins X mois à définir, ça peut être 9 mois, pour pouvoir demander et prétendre à avoir un petit peu plus de droits pour le quotidien. Hein. Par contre, pour tout ce qui est acte important, déscolariser les enfants ou les vaccins ou des choses comme ça, le père ou la mère, les deux vrais parents de sang gardent l'autorité parentale pleine et entière. Hein. Il ne s'agit pas de se substituer, le beau-parent se substitue aux parents, mais et une certaine souplesse pour le quotidien. D'accord. Est-ce que tu penses pas qu'il faudrait aussi simplifier tout ce qui concerne la succession quand on élève un enfant durant quasiment toute sa vie, même si on n'est pas le père légal, mais qu'on a joué ce rôle, est-il normal qu'on ne puisse pas lui léguer une partie de soi? Alors, j'ai pas réfléchi à la question. J'ai réfléchi dans le cadre du Pacs. Dans le cadre du Pacs et du mariage entre les homos. Je pense que pour la succession, quand on est pacsé ou qu'on est marié entre homos, mais c'est pareil pour les conjoints qui vivent en couple, faudrait faciliter, oui, la succession, évidemment, parce qu'ils peuvent attester et ils vivent ensemble, le couple recomposé, très souvent plus longtemps que le couple de sang. Hein. Je connais des cas, moi par exemple, dans notre génération c'est assez courant, d'enfants dont les parents se sont divorcés et une nouvelle personne les a élevés durant quasiment toute leur existence avec le père légitime qui les voyait 2 week-ends par mois ou alors la moitié des vacances scolaires. Et puis arrive le moment où ces gens-là vieillissent, ils atteignent 80-90 ans, ils font leur succession et leurs enfants, ils peuvent leur léguer des choses, mais s'il n'y a pas de filiation, c'est taxé à, je crois, 70%, donc c'est quasiment impossible. Donc en fait, quand ils ont élevé 2-3 enfants, par exemple, mais dont un n'est pas le leur, il est totalement enlevé de la succession de la famille. Imaginons par exemple que la mère décède en premier par rapport au beau-père, le patrimoine va vers le beau-père, et puis donc cet enfant du premier mariage est totalement privé de la succession de ses parents, parce que ses parents s'étant reconstruits ensuite, l'ordre des décès, va dire, fait que
il disparaît de la lignée. Oui. C'est vrai qu'il y a une réflexion à mener là dans le cadre des droits des beaux-parents. Bon Thierry, quels sont tes projets? Pourquoi est-ce que tu travailles? Que va-t-il se passer pour toi, pour nous dans les semaines, les mois qui viennent? Alors, vous l'aurez compris, je suis un inconditionnel de la famille même séparée, voilà, et je travaille sur un gros bouquin, il est fini, je viens de finir de rédiger un gros bouquin qui me plaît beaucoup plus que les deux précédents parce que beaucoup plus large, qui s'appelle Famille, où vas-tu? C'est-à-dire que je retrace tout l'historique de la famille. Qu'est-ce que c'est qu'un couple avec un enfant, après qu'est-ce que c'est qu'une famille avec un enfant, 2 ou 3, etc. Depuis l'origine, avant Jésus-Christ, après de siècle en siècle, son évolution à travers les âges, ensuite l'évolution du système patriarcal à matriarcal, l'éviction du père. Après, je fais un flash sur les tendances actuelles d'évolution, les nouvelles familles avec la PMA, la GPA, les couples homo qui ont le droit d'avoir des enfants. Voilà, la famille a explosé et elle se reconfigure, elle s'invente différemment. Et donc, je fais après une seconde partie, un gros flash sur ce qui nuit à la famille. Je suis intéressable aussi sur les moyens de communication modernes, sur les iPads, iPod et tout, et le nombre d'amis que j'ai qui ont des ados me dit mais j'en peux plus des téléphones portables, les SMS, machin. Voilà, on n'a plus de communication en famille. Donc à travers ça, je fais une grosse ouverture au ravage de l'orgueil, l'ego surdimensionné en famille, au gouvernement, au travail, et à l'inverse, l'importance et la force du pardon. Et la troisième partie de ce livre, c'est ce qui détruit la famille, c'est-à-dire le divorce, et ça, je reviens dans un schéma plus classique de mes 2 précédents livres. Ok, très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup, tiens-nous au courant. Nous continuerons à relayer tes emails, et puis merci pour ton travail. Merci, et avec plaisir, merci aussi pour tout ce que tu fais. Bonne soirée. Jean